Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons cette édition avec les tensions en péninsule coréenne. La République populaire démocratique de Corée a tiré un missile balistique de moyenne portée en direction des eaux situées au large de la côte est du pays. Ce lancement de missile intervient quelques jours après seulement que le dirigeant du pays, Kim Jong-un, a ordonné d'autres tests de missiles et de têtes nucléaires. Le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense a précisé que le missile avait été lancé depuis la province de Sokchon, au sud-ouest du pays, à 5h55 du matin, heure locale. Il a ensuite parcouru 800 km avant de s'écraser au large des côtes est de la RPDC. La distance de vol indiquerait qu'il s'agit là d'un missile balistique Lodong. La Corée du Sud a condamné la RPDC pour son tir de missiles balistiques. Son armée fait savoir que ce lancement constitue une menace importante pour le monde. Notre armée se tient prête à répondre immédiatement à toutes les provocations de RPDC qui menacent la sécurité nationale de la Corée du Sud. La RPDC doit se concentrer sur l'amélioration de la qualité de vie de son peuple. Ces provocations ne sont bonnes ni pour eux-mêmes, ni pour le développement de nos relations. Les dirigeants européens ont communément formulé une proposition de solution à la crise des réfugiés adressée au Premier ministre turc. Les 28 États ont envoyé des représentants qui ont travaillé toute la journée sur cet accord. Il prévoit que la Turquie accueille tous les migrants de Grèce afin d'alléger l'afflux inédit de 1,2 million de personnes qui sont arrivées notamment de Syrie et d'Irak depuis 2015. La contrepartie est de taille. Si la Turquie l'accepte, ses citoyens pourront voyager sans visa au sein de l'Union européenne. La candidature du pays à l'entrée dans l'UE sera favorisée et le pays recevra plusieurs milliards d'euros de soutien financier. Cette offre sera présentée au Premier ministre turc devant le Conseil européen. Les dirigeants européens se sont montrés prudents quant à l'acceptation de la Turquie. L'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a organisé une réunion avec le Haut Comité de négociation de l'opposition, une rencontre qualifiée de productive par le diplomate. On l'écoute. À mon avis, nous avons eu une rencontre intense et très productive avec le Haut Comité de négociation. Ils vont venir après moi et feront leurs propres déclarations. C'était très complet. Des documents sur la transition politique ont d'ailleurs circulé. Staffan de Mistura conduit des pourparlers indirects entre le Haut Comité de négociation et les représentants du gouvernement syrien. Les négociations qui entraient jeudi dans leur 4e jour se poursuivent ce vendredi. Tout en qualifiant la rencontre de productive, l'envoyé spécial a reconnu qu'il subsistait de grandes différences de point de vue de part et d'autre. Il a précisé que les deux parties recherchaient des zones de discussion communes et tentaient d'identifier les zones d'ombre. Jusqu'à maintenant, les négociations se sont surtout déroulées de façon informelle et chacun souhaite qu'elles soient approfondies. S'exprimant à la suite de la réunion avec Staffan de Mistura, l'opposition syrienne a fait savoir qu'elle était disposée à progresser dans le cadre d'un plan de 6 mois de l'ONU pour une transition politique. Basma Kodmani, membre du Haut Comité de négociation, a déclaré qu'un projet détaillé portant sur la transition politique avait été présenté à l'envoyé spécial de l'ONU. L'opposition se dit d'ailleurs désireuse d'éviter tout processus qui ne pourrait aboutir. Un autre membre a également évoqué la déclaration des Kurdes syriens portant sur un système fédéral, une décision qu'il a qualifiée, je cite, d'illégitime et d'inacceptable. Nous estimons que ces procédures sont illégales, inacceptables et nous les rejetons en bloc. En effet, le peuple syrien, fort de son libre arbitre, est le seul autorisé à décider des prochaines étapes de la future Syrie, de ses institutions et du type d'État que sera le pays, le peuple syrien et toutes ses composantes. Et on dirait que la communauté internationale le refuse. Même les Russes et les Américains ont exprimé leur rejet de cette étape. Retour en Asie où le ministère chinois des Affaires étrangères a déclaré que la Chine et l'Indonésie étaient visées par des attaques terroristes et que les deux pays travailleraient ensemble pour lutter contre cette menace. Le porte-parole du ministère, Lu Kang, a exprimé ses remarques en réponse à un récent rapport faisant état que les forces de sécurité indonésiennes avaient tué 2 terroristes originaires de la région autonome chinoise ouïghour du Xinjiang. Le porte-parole a déclaré avoir pris note de ces 2 morts et précisé qu'une enquête avait été ouverte.
Nous avons pris note des rapports et sommes actuellement en train de vérifier et de chercher davantage d'informations. Je souhaite déclarer que la Chine et l'Indonésie sont toutes les deux victimes du terrorisme et se trouvent sous la menace de nouveaux dangers liés au changement de la situation au niveau international et régional de la lutte contre le terrorisme. Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a ajouté que Beijing souhaitait travailler avec l'Indonésie pour améliorer la coopération antiterroriste, afin de sauvegarder la sécurité et la stabilité dans la région. Il a également accusé le groupe terroriste du mouvement islamique du Turkestan oriental de commencer à s'infiltrer en Indonésie et de s'être lié aux autres groupes extrémistes présents dans l'archipel. Il a ajouté que cette présence était non seulement une menace pour la sécurité nationale chinoise, mais également un réel danger pour l'Indonésie et la région dans son ensemble. L'Afrique du Sud a réfuté les allégations de la FIFA selon lesquelles le pays aurait payé 10 millions de dollars de pots de vin pour s'assurer la victoire de sa candidature pour l'organisation de la Coupe du Monde 2010. Nous maintenons notre position qui est que lorsque nous avons distribué l'argent à la diaspora et effectué un versement de 10 millions de dollars, ce n'était pas pour de la corruption. Cela a été fait au grand jour et non pas de manière cachée et c'est le premier point que nous tentons à clarifier. Le ministre sud-africain des Sports a expliqué que l'argent avait été à l'origine déboursé de manière légale pour le développement d'un programme pour la diaspora africaine dans les Caraïbes, mais que cet argent avait ensuite été utilisé de manière frauduleuse par d'autres personnes. Il a ajouté que la FIFA devrait retirer sa déclaration faite mercredi, alors que l'instance internationale cherche à récupérer des millions de dollars auprès de ses anciens dirigeants en les poursuivant en justice aux États-Unis. Merci de rester en notre compagnie pour la seconde partie de cette édition. C'est maintenant l'heure de notre rubrique Aujourd'hui la Chine, présentée aujourd'hui par Raïssa Girondin. Raïssa, bonjour. Bonjour Elsa. Puis-je vous demander qu'est-ce qui fait l'actualité en Chine aujourd'hui? On va débuter avec le futur de WeChat. L'application de messagerie WeChat de Tencent connaît un succès considérable en Chine depuis déjà 5 ans. Mais à présent, la compagnie prévoit d'aller plus loin que ce succès avec une version professionnelle. Actuellement en cours d'essai, Tencent a déclaré que l'édition entreprise de WeChat sera officiellement lancée dans 1 ou 2 mois. Mais en quoi différera-t-elle de celle que l'on connaît? Élément de réponse tout de suite. L'édition entreprise de WeChat inclura de nouveaux services tels qu'une reconnaissance automatique des messages et un système de crédit pour passer les appels sur le compte de son entreprise. Elle disposera également d'une fonction repos qui permettra à l'employé de bloquer des messages quand il prend une pause. Elle n'inclura pas la populaire fonction des Moments de WeChat qui permet aux utilisateurs de partager des photos sur un mur avec leurs amis. Pour certains, cela s'avère être un soulagement. En général, je bloque l'accès de certaines personnes à mes moments. Si nous ne parlons que de travail, nous n'avons pas besoin de consulter nos moments. Ce service sera offert gratuitement aux entreprises, pour l'instant du moins. La première version sera disponible pour des entreprises invitées, mais pas pour toutes les compagnies. Ce n'est pas la première fois que Tencent tente de se frayer une place sur le secteur des communications de bureau. Peu de gens le savent, mais la compagnie chinoise avait déjà effectué une tentative similaire en 2003 avec un produit appelé RTX, un service de discussion en ligne. Tencent n'est pas la seule compagnie chinoise à viser les messageries pour bureau. DingTalk.com d'Alibaba est ainsi sorti en 2014, débutant avec plusieurs grandes compagnies telles que Fosun, afin de faire sa grande entrée sur le marché. Selon ses administrateurs, ce type de service améliore l'efficacité au travail, tant que le facteur amusement n'est pas inclus. De nombreux employés jouent avec leur téléphone et consultent les moments. Si l'édition entreprise partageait certaines similarités avec WeChat, comme par exemple d'informer les équipes que les supérieurs les observent, cela pourrait sans aucun doute aider au travail, cela serait pratique. Mais je ne voudrais pas voir les moments en faire partie car ce n'est pas lié au travail. Si l'édition inclut des moments, cela créerait une distraction. Selon Tencent, on comptait 650 millions d'utilisateurs de WeChat à la fin du mois de septembre de l'année dernière, une augmentation d'environ 40% en glissement annuel.
Apple a lancé son nouveau service de paiement le mois dernier en Chine et maintenant, ce sera bientôt au tour de Samsung de faire de même. Ce secteur est en pleine croissance dans le pays. L'année dernière, 620 millions de personnes en Chine, soit 90% des utilisateurs d'Internet, ont utilisé un smartphone pour accéder au web. Grâce au développement de ces services de paiement, comment l'arrivée de Samsung va-t-elle changer le portrait du marché en Chine? La réponse dans notre reportage. Un nouveau joueur sur le marché. Le géant coréen va officiellement lancer Samsung Pay en Chine plus tard au mois de mars grâce à un partenariat avec la société chinoise UnionPay. Les utilisateurs vont bientôt pouvoir compléter des transactions en passant leur téléphone intelligent sous un lecteur électronique relié aux caisses enregistreuses. Depuis un mois, Apple Pay et Huawei ont fait leur entrée sur le marché de la partie continentale de la Chine. Des rumeurs laissent entendre que Xiaomi, ZTE et Lenovo travaillent à mettre sur pied leur propre système. Avec Alipay et WeChat Pay qui font déjà un tabac en Chine, l'annonce de l'arrivée du service de Samsung va encore resserrer la concurrence dans le monde des paiements mobiles, un secteur où la concurrence est déjà féroce. Avant, j'utilisais Apple Pay parce que je me sers beaucoup de mon iPhone. C'est plus pratique et c'est une mode aussi. Je suis un peu inquiet pour la sécurité, mais Apple, c'est un peu une façon de montrer qu'on suit les tendances. Les tendances de consommation m'influencent aussi, mais pour ce qui est de celle-là, je ne suis pas convaincue. WeChat et Alipay sont assez pratiques, alors un nouveau mode de paiement me semble superflu. Avec la présence des machines POS de UnionPay qui sont les plus répandues pour les paiements dans les magasins, certains croient que le partenariat avec Apple et Samsung mettra plus de pression sur Alipay et WeChat Pay que l'on ne retrouve pas souvent en magasin. UnionPay tente de conclure des ententes avec toutes les banques commerciales. Le marché des paiements en Chine a radicalement changé. Dans un contexte où le marché des paiements mobiles est dominé par les géants chinois Alibaba et Tencent, qui contrôlent ensemble plus de 80% des activités, les nouveaux joueurs comme Apple Pay et Samsung Pay devront surmonter plusieurs obstacles pour se tailler une place en Chine. Les enfants souffrant de problèmes de santé à long terme sont souvent dans l'obligation de renoncer à l'éducation traditionnelle pour pouvoir suivre leur traitement. Mais à l'hôpital des enfants de Shanghai, on est bien décidé à offrir à ces enfants une alternative. C'est dans cet objectif que l'établissement a transformé une partie de ses locaux en salle de classe. Et quant à l'enseignement, il est assuré à tour de rôle par des enseignants d'une dizaine d'écoles. Les patients ne peuvent pas aller en classe, soit c'est l'école qui ira à leur rencontre. Cet après-midi, 8 patients de 5 à 8 ans assistent à un cours d'anglais, un programme baptisé B Arc-en-Ciel. Chacun de ces élèves qui a choisi un prénom anglophone apprend la signification de celui-ci. Ils apprennent aussi des rudiments de mathématiques en jouant. Ces enfants n'ont d'autre choix que de rester à l'hôpital. Ils sont atteints de leucémie ou encore de maladies rénales. Pour beaucoup d'entre eux, les programmes télévisés et les tablettes électroniques sont les seules distractions possibles dans l'enceinte de l'hôpital. C'est très sympa que les professeurs jouent avec nous. Je me sens seule ici parce que je n'ai pas d'amis. C'est ennuyeux de rester dans ce service toute la journée. C'est étonnant de pouvoir aller à l'école ici. Chaque mardi après-midi, des enseignants bénévoles venus d'une dizaine d'écoles se relaient pour assurer des classes d'1 heure. Les cours sont prévus pour 3 groupes d'âge, les enfants en âge préscolaire, les élèves d'école primaire et les collégiens. À l'inverse des autres activités bénévoles, nous espérons que les enseignants puissent entièrement utiliser leurs connaissances professionnelles. D'abord, nous avons 4 classes, l'anglais, la lecture chinoise, les mathématiques et les arts. Tous les cours correspondent au programme scolaire. Nous souhaitons que les enfants puissent avoir une chance d'échanger avec d'autres personnes et apprendre plutôt que d'être isolés de la société. C'est en 2014 que l'idée du programme B Arc-en-Ciel a germé. La mère d'une petite fille atteinte d'un cancer avait alors dit au président de l'hôpital que sa fille aurait voulu continuer sa scolarité tout en étant soignée. Pour les praticiens, les objectifs de ce programme ne s'arrêtent pas à l'aspect éducatif. On dit que l'état de santé influe sur la santé.
Lorsqu'ils restent à l'hôpital, les enfants sont plus susceptibles d'être sujets à la solitude, à l'anxiété et à la dépression. Un meilleur état d'esprit aide le corps à améliorer son système immunitaire contre la maladie. Nous avons aussi constaté qu'en fait, retourner à l'école est un des vœux les plus exprimés par les enfants. Yu Guangzhou n'ajoute qu'à l'avenir, il veut élargir le programme à d'autres patients. Il déclare que médecins et infirmières font face à des ressources médicales limitées, ne leur permettant pas de passer plus de temps auprès des enfants. C'est pourquoi ici on espère qu'à l'avenir, une assistance plus conséquente pourra être obtenue auprès d'organisations éducatives et sociales. Chaque année, aux alentours du mois de mars, lorsque les arbres sont en fleurs, l'université de Wuhan accueille des visiteurs venus de toute la Chine. Les premiers sakuras de l'université de Wuhan ont été offerts par l'ancien Premier ministre Zhou Enlai en 1972. En 1982, afin de célébrer les 10 ans de l'établissement des relations diplomatiques, une entreprise japonaise a offert 100 plants de sakura. 10 ans après, un Japonais amoureux de la province du Hubei en a donné 200 autres. En 2011, il y avait déjà plus de 1000 arbres comprenant plus de 10 espèces de sakura. Chaque année, après la floraison des calicantes, les sakuras s'épanouissent successivement. Les fleurs brillent dans les monuments anciens et cela ne fait que rendre l'université de Wuhan plus charmante. Oui, c'est très beau ici. Les sakuras sont très jolis. Cela embellit le printemps. Je viens de Shanghai, il y a aussi de sakura à l'université Tongji, mais c'est différent d'ici. Ici, c'est plus beau, les monuments anciens, l'histoire et les fleurs, c'est impressionnant. Mis à part l'université de Wuhan, il existe aussi d'autres lieux pour admirer les sakuras, comme le parc de sakura du lac de l'Est, qui est l'un des 3 sites pour les sakuras les plus connus au monde. Construit en 1970, il y a plus de 45 espèces de sakura dans ce parc. Les premiers arbres sont venus du Japon en 1978 pour rappeler le début des relations diplomatiques. En plus des sakuras, on y trouve aussi un pavillon, un étang et un pont imitant le style de construction japonaise. Les visiteurs ont un peu l'impression d'être au Japon. Ce parc est assez délicat. Par rapport à l'université de Wuhan, les paysages sont plus grandioses. Maintenant, c'est la floraison. Ça nous donne plein de vigueur. La floraison des sakuras dure 13 à 20 jours. Si vous souhaitez admirer les plus beaux sakuras de Chine, ne tardez donc pas. La province du Renan, dans le centre de la Chine, abrite les anciennes grottes de Longmen, un site classé au patrimoine culturel mondial. Et aujourd'hui, pour la première fois en plus de 60 ans, les visiteurs peuvent approcher les statues dans l'une des grottes, le temple de Kanjing. Les grottes de Longmen sont une représentation incroyable de la culture bouddhiste et de l'art dans la Chine antique. Mais pendant 63 ans, les mesures de protection ne permettaient de voir les grottes que depuis l'extérieur. Les experts disent que le temple Kanjing, nouvellement ouvert, a été construit soit par des familles royales, soit par des moines avec des origines royales. Les 29 sculptures arates sont les plus complètes et les mieux préservées de Chine. Elles ont au moins 1000 ans. Je ne peux imaginer que les sculptures ont été taillées de manière si belle quand je les ai vues de près. J'espère que d'autres grottes seront ouvertes au public, bien sûr avec des mesures de protection. La grotte a été équipée d'un verre protecteur, de caméras infrarouges et d'autres appareils pour contrôler l'eau, la température et l'humidité. Le nombre de visiteurs sera limité. L'objectif est de permettre au public de voir de près les objets anciens sans les endommager. Et ce n'est pas tout. Nous avons fait un scan en 3 dimensions de toutes les statues dans plus de 2000 grottes. Donc nous pouvons produire un affichage numérique des images restaurées en 3D. Nous projetons d'afficher les images numériques pour que les visiteurs aient une meilleure expérience et compréhension des grottes de Longmen. Les chercheurs disent qu'avec l'ouverture de Kanjing, ils veulent que le public comprenne mieux la valeur des grottes et le besoin de protéger l'histoire culturelle. L'Égypte a annoncé que les recherches menées dans le tombeau du pharaon Toutankhamon avaient révélé la présence possible de matières organiques dans des espaces vides se situant derrière 2 murs de la chambre mortuaire. Cette découverte relance les spéculations sur le destin de la reine Néfertiti.
Selon le ministre égyptien des Antiquités, les images scanners montrent que la tombe de Toutankhamon a 90% de chances d'avoir 2 chambres cachées. Elle suggère également que les 2 chambres contiennent soit des matières organiques, soit du métal. Ces chambres pourraient permettre de dévoiler certains des secrets les mieux gardés de l'Égypte ancienne. Sur le mur nord de la chambre mortuaire, exactement au milieu, vous pouvez voir que vous avez différents résultats des 2 côtés du mur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le mur ici est différent de celui-là et que derrière ce mur est différent de celui-là. Et si on compare avec le premier scanner du côté est de la chambre, on peut dire qu'ici, nous avons du concret et qu'ici, un espace vide. Et d'ajouter que de nouveaux examens plus poussés seront menés à la fin du mois avec une équipe de recherche internationale pour confirmer si les espaces vides sont bien des chambres. C'est seulement alors que l'on pourra discuter de la possibilité d'envoyer une équipe dans les chambres et de quelle manière. Après l'analyse de cette photo au Japon, ils nous disent qu'il y a différentes choses derrière le mur. L'homme au radar, Watanabe, dit que nous avons différents matériaux, que cela peut être du métal ou de la matière organique. Cette découverte pourrait être le miracle qu'attend le secteur touristique égyptien, qui a souffert de multiples déconvenues depuis le soulèvement qui a conduit à la chute d'Hosni Moubarak en 2011, mais qui reste une source vitale de devises étrangères. L'égyptologue britannique Nicholas Reeves, qui dirige les recherches, estime que le mausolée de Toutankhamon était au départ occupé par Néfertiti, qui reposerait derrière ce mur. La découverte de la légendaire reine permettrait d'apporter un nouvel éclairage sur une période mystérieuse de l'histoire de l'Égypte. Un zoo péruvien montre ces nouveaux de tigres blancs, ces nouveaux pensionnaires. Il s'agit donc de tigres blancs du Bengale, l'une des espèces les plus menacées d'extinction dans le monde. Les responsables du zoo ont présenté les 2 bébés tigres à la presse. Un examen médical a été effectué devant les caméras. Les petits pèsent 8 kilos chacun et sont en bonne santé. La mère provient d'un zoo argentin et le père du Chili. Les bébés sont nés il y a environ 2 mois. Tous les membres de la famille tigre se trouvent actuellement dans un zoo de la capitale péruvienne Lima. Les responsables de l'établissement disent que ces petits tigres sont d'une grande importance pour les protecteurs des animaux rares. Et c'est la fin de ce second volet. Merci de nous avoir suivis. On retourne sur le plateau principal. Merci Raïssa et ces magnifiques images de petits tigres trop mignons. C'est la fin effectivement de ce journal. Nous aurons le plaisir de vous retrouver en duo dans 1h30 pour une nouvelle édition du journal. Excellente suite de programme sur CCTV Français.